Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de tel quel sur les droits LGBTQI+ en Europe. Et pour faire ce petit tour de voyage, vu qu'on ne peut plus voyager pour le moment, on a la chance extrême de pouvoir accueillir Sira Inchusta Carrillo de chez Amnesty International, qui est coordinatrice des orientations sexuelles et identité de genre chez Amnesty International Belgique francophone. Bonsoir Sira, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je te propose que tu puisses commencer directement quand tu veux. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à tout le monde qui est présent ce soir. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce petit voyage en Europe depuis nos écrans. Je me présente rapidement. Je suis Sira Inchusta Carrillo, coordinatrice au sein de Amnesty International Belgique francophone pour la coordination orientation sexuelle, identité de genre de notre section. Et je viens aujourd'hui vous parler un petit peu de la situation en Europe. J'ai pris le continent et pas que l'Union européenne. Donc, on parlera un petit peu aussi d'autres pays hors Union européenne qui sont dans le continent pour faire un petit peu le tour des droits humains pour la communauté LGBTI. Et je veux prendre aussi des informations, pas que de la dernière année, Covid inclus, mais aussi depuis 2019. Comme ça, on a un petit peu une idée. Je voudrais commencer cette présentation pour mentionner et souligner quelque chose qu'on a bien constaté au sein d'Amnesty et au sein d'autres associations qui luttent pour les droits humains, c'est qu'il y a une forte régression en termes de droits humains dans le monde en entier, y compris dans l'Europe. Et on constate aussi une forte régression des droits humains pour les personnes LGBTI, même avant l'impact Covid, même avant mars dernier. Mais c'est vrai, et c'est important de le souligner, que la pandémie Covid-19 a fait en sorte que la situation devient de pire en pire. Mais voilà, aujourd'hui, on va pouvoir parler des choses qui ont évolué de façon très difficile pour la communauté LGBTI, mais aussi de petits pas en avant qui se font. Je tiens aussi à informer que les sources que j'utilise pour cette présentation, bien sûr, une grande partie vient d'Amnesty International, mais je m'appuie aussi beaucoup sur leur impressionnant travail que ILGA Europe et Transgender Europe font en publiant des travaux et des recherches super intéressants et super importants pour pouvoir continuer à soulever les différentes problématiques des personnes LGBTQI en Europe et dans le monde. Et c'est à partir de ces informations-là qu'aujourd'hui, je vais vous faire voyager un petit peu. J'aimerais bien aussi pouvoir mentionner que depuis 2020, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de changements vers l'avant en termes de droits humains et en termes de droits pour les personnes LGBTI. ILGA mentionné lors de la Rainbow Map de 2020 que presque 49% de pays en Europe n'ont pas eu un changement positif dans leur législation. Et cela, c'est très interpellant parce qu'on a vu que par la suite, avec la situation de pandémie, les choses sont allées de pire en pire pour la communauté. Cet impact du Covid a fait que les gouvernements des différents pays, mais aussi dans l'ensemble de l'Union européenne, mettent de côté les droits des personnes LGBTI, voire même, comme on verra des exemples, notamment l'exemple de l'Hongrie, je pense que c'est un exemple qu'on a tous en tête, ont fait que certains droits qui s'étaient déjà acquis font de pas en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle et c'est quelque chose pour laquelle on doit continuer à lutter. Je suis sûre et certaine que vous connaissez tous et toutes et tous les Rainbow Map de ILGA. Donc, celui-ci, c'est celui de 2020 qui a été publié en mai 2020, donc juste au début de notre pandémie, à 3 mois de notre pandémie, et qui fait un chouette récopilation de tous les changements qu'il y a eu en Europe
autant euh, au niveau des législations, mais il y a aussi quand même pas mal d'informations qu'on peut extraire de ceci aussi à niveau social. Donc, moi, je me centrerai sur certains pays. À certains moments, je vais vous parler plutôt des changements législatifs et à certains moments aussi des changements qui sont beaucoup plus poussés par les mouvements sociaux du pays ou au niveau international. En regardant cette map, cette carte de l'Europe, je vais vous faire voyager à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, sans beaucoup d'ordre, vous pourrez penser. Mais c'est avec une idée derrière de pouvoir enchaîner des belles et des pas très belles nouvelles au fur et à mesure de l'Europe. Je vais commencer par l'Hongrie, puisque j'avais déjà introduit un petit peu. Et par rapport à l'Hongrie, donc la situation, super, la situation de l'Hongrie a été très affectée par les décisions prises au niveau politique lors de la pandémie. C'est-à-dire que lorsque le type de gouvernement a changé, ceci a entraîné aussi une possibilité à la prise de pouvoir qui a fait un changement radical des certaines lois, y compris la reconnaissance de genre. Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie? En Hongrie, un projet de loi est rentré au Parlement dans lequel, à l'article 33, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la campagne hashtag Drop 33. Donc, laissez tomber l'article 33. Donc, pourquoi? Parce que dans cet article, on va voir qu'il y avait une exigence d'une inscription du sexe des personnes à leur naissance dans le registre national des naissances, des mariages et des décès, et cette inscription ne pourrait pas être modifiée par la suite. C'est-à-dire que les papiers d'identité des Hongrois et des Hongroises contiendront les mêmes informations non modifiables que celles qu'il y a dans le registre. Cela empêcherait et empêchera à des personnes transgenres et intersexes à changer de nom et à obtenir du papier qui correspond à leur identité de genre. Vous pouvez comprendre, bien entendu, que ces dispositions constituent une violation grave des droits pour les personnes LGBTI, plus précisément pour les personnes transgenres et intersexes. C'est une violation des droits à la dignité, au respect à la vie privée, au respect à leur vie de famille et au droit à la reconnaissance juridique de leur genre, fondée sur l'autodétermination. Si bien la situation hongroise n'était pas aussi chouette qu'on l'attendait, il était déjà possible de changer dans certains cas les prénoms et dans certains cas le genre avant ce changement de législation. Ceci a été approuvé par le Parlement hongrois, ce qui veut dire que désormais, ce n'est pas possible de changer le sexe et le prénom de l'identité d'une personne et dans le papier. Cependant, j'ai envie aussi de pouvoir partager le fait que les associations, autant en Hongrie comme au niveau international, continuent à lutter pour que ceci, ça change. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans une loi que ça va rester comme ça et on tient beaucoup à maintenir ces changements. On espère bien et on continue à lutter et on compte sur vous pour cela. Pour continuer sur la thématique trans, je vous fais voyager tout de l'autre côté de l'Europe pour vous amener en Espagne. Donc l'Espagne qui vit aujourd'hui un moment aussi de changement. Donc, comme vous le savez peut-être, l'Espagne, pays qui a beaucoup avancé au niveau des droits LGBTI depuis une vingtaine d'années, et on voit qu'il y a des choses qui se font petit à petit, et en train de maintenant d'être dans une situation dans laquelle on demande une loi estatale, une loi nationale pour les personnes transgenres. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu comme en Belgique, l'Espagne, c'est un pays qui est très divisé et qui, voilà, ici on a des fédérations en Belgique, là-bas ils sont des autonomies. Et chaque autonomie a certaines possibilités de réguler certaines lois. Ça veut dire qu'il y a certaines autonomies qui, depuis quelques années, ont aussi déjà leur propre loi trans, ce qui permet d'assurer
des droits pour les personnes trans, mais aussi de leur protéger. Ceci dit, pas toutes les régions sont de la même façon, pas toutes les régions comptent avec une loi telle, ce qui a fait que les mouvements sociaux et certains mouvements politiques ont voulu se rejoindre dans la même voie pour essayer de trouver une loi qui puisse permettre que les personnes transgenres, y compris les mineurs trans, puissent aussi bénéficier du droit à l'autodétermination et tous leurs droits protégés. Cela reste encore en mouvement, ce n'est pas facile et il y a même des associations internationales comme par exemple Transgender Europe qui est en train d'essayer de faire du plaidoyer fortement au niveau du pays afin de pouvoir faire voir cette loi au niveau estatal. On voit bien que ça change beaucoup d'un pays à l'autre en Europe et qu'il y a des moments où on voit qu'on va vers l'avant, cependant parfois on va vers l'arrière. Pour continuer un petit peu dans cet élan vers l'avant, j'ai envie de vous parler de deux petites régions en Europe de laquelle on parle presque jamais. Je vais commencer par vous parler de l'Irlande du Nord. Donc la petite région qui est juste dans l'île irlandaise, mais qui fait partie de la Grande-Bretagne. L'Irlande du Nord a assez récemment, permis le mariage pour tout le monde. La égalité au niveau du mariage, c'est un pas en avant très important pour une communauté qui était fortement contre de ce changement, mais qui a permis au niveau social et au niveau politique d'avancer, permettant aux personnes LGBTI de pouvoir se marier avec la personne qu'ils veulent, en sortant de cette binarité de mariage pour hommes et femmes. Ça, c'est un pas en avant très important pour une petite communauté, mais qui signifie beaucoup dans leur histoire. Et en voyageant encore un petit peu, je vais vous amener au Monaco. Alors, Monaco, c'est un tout petit pays que, comme vous voyez dans le ranking de ILGA, va avoir que un 11%. Ces pourcentages sont calculés par rapport aux différentes lois et aux différents systèmes de protection que les personnes LGBTQI ont dans le pays. Vous voyez que Monaco est un tout petit pays, mais aussi c'est un pays qui est très en arrière par rapport aux différents pays et voire aussi par rapport aux différents pays qui l'entourent. Cependant, c'est très récemment qu'ils sont acceptés d'aller vers une loi dans laquelle ils permettaient les droits à la cohabitation des personnes du même sexe. Dans la loi, on comprend bien qu'on parle de personnes du même genre. Et donc, ceci, c'est un pas, c'est un très petit pas, mais c'est un grand pas pour un pays comme Monaco. Je tiens aussi à formuler ici le fait que le pays soit tout petit n'a rien à voir avec les droits humains et la protection des droits humains, parce que si vous savez déjà remarqué, et si vous suivez ILGA, vous le savez déjà, puisque ça fait 5 ans que Malta, un des plus petits pays de l'Europe, reste quand même le premier. Et cela, c'est grâce fondamentalement aux mouvements sociaux qui sont mis en place et qui ont lutté énormément pour récupérer leurs droits. On va voyager un petit peu plus vers l'Est pour vous amener à la Macédonie du Nord. Donc, ce petit territoire dont on parle très peu. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ce petit pays? Puisque c'est assez récemment aussi qu'ils sont inclus dans les différents crimes de haine, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un a commis un crime, si ce crime a été commis par des raisons liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, c'est-à-dire un crime homophobe, un crime transphobe, un crime LGBTQI-phobe, cela devient un crime de haine et donc c'est un aggravant. Ça permet aussi de reconnaître l'importance de crimes de haine. C'est quand même un pas très grand et c'est un pas qui est quand même assez étonnant, surprenant et positivement surprenant par rapport à la région dans laquelle Nord-Macédonie se trouve. En voyageant aussi vers les nouvelles, je vais vous parler de la Suisse. Alors, la Suisse, petit pays entre montagnes,
qui était, on va dire, un peu endormi au niveau des droits LGBTI depuis des années. C'est quand même, ça posait beaucoup de questions aux chercheurs au niveau des droits humains. Qu'est-ce qui faisait que les droits LGBTI n'étaient pas aussi bien respectés dans son pays qui semble quand même vouloir aller vers l'avant, vers les droits humains? Mais on va dire comme ça, le pays s'est réveillé, à savoir ceci un pays qui est fondamentalement voté à chaque fois en référendum par la population. Donc, ces nouvelles lois qui sont votées peuvent aussi nous faire penser que la population est de plus en plus prête à aller vers une communauté et une population plus diverse, plus ouverte à les droits pour tout le monde. Finalement, c'est de ça de quoi on parle. Et pour ce pays, la Suisse, j'ai envie de vous parler de deux nouveaux changements qui sont arrivés. Par exemple, dans le code criminel de la Suisse, on peut voir que l'orientation sexuelle devient un aggravant, c'est-à-dire que quand on va porter un crime sur une personne parce qu'il appartient à une orientation sexuelle dite normative, cela est pris en compte, ça devient un crime de haine. D'un autre côté, on voit très favorablement que dans la protection du genre, les Suisses ont voté par référendum le fait que l'identité de genre, et donc y compris tous les genres qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la norme, puissent être aussi protégés à ce niveau-là. J'aimerais bien pouvoir souligner l'importance des lois qui puissent donner d'accès à tous les droits que les personnes, on va dire normatives, ont déjà l'accès et à pouvoir promouvoir ces lois, mais aussi combien c'est important des lois qui puissent protéger à des communautés, comme c'est le cas de la communauté LGBTI, qui puisse être une communauté aussi vulnérable face à des crimes de haine. Donc on a besoin de deux côtés et c'est une obligation de pays de pouvoir protéger leur population. J'ai envie maintenant de vous parler un petit peu de la maison. On va parler de la Belgique très brièvement pour mentionner différentes choses qui sont passées lors de la dernière année. Pour la troisième fois, si je ne me trompe pas, la Belgique est en deuxième position dans cette ranking, ce qui veut dire quand même qu'il y a des choses qui avancent dans le pays. Cependant, on constate qu'il y a une stagnation des lois LGBTI en Belgique. Depuis la loi trans en 2018, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau politique et législatif. Et c'est vrai que l'impact de la pandémie Covid-19 a fait que cela s'arrête beaucoup plus. Et on constate par exemple, et il y a le met en avant dans le rapport, que le plan d'action pour l'égalité reste un peu restreint et arrive à sa date limite, et donc il faudrait le renouveler pour pouvoir continuer à offrir des espaces pour les personnes LGBTI, à offrir une protection et une meilleure couverture de leurs droits basiques et fondamentaux. Encore une petite chose de la Belgique, je suis sûre que vous êtes tous et toutes et tous au courant le fait que pour avoir une ministre trans en Belgique, c'est un moment qui a été un hit au niveau politique, mais pas que. On ne va pas s'arrêter sur la figure de la personne qui a réussi à arriver au gouvernement, pas pour être une personne trans, mais pour toute une carrière. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça montre que c'est une représentation. Ça va nous permettre aussi de pouvoir naturaliser aussi les personnes LGBTI, de pouvoir avoir une représentation d'elles pas restreinte et stéréotypée, mais beaucoup plus ouverte, ce qui va permettre aussi un côté éducatif important au niveau des personnes LGBTI et au niveau de la population en général. On espère que elle a été la première, mais que définitivement, elle ne sera pas la dernière. En restant un petit peu vers le nord, je vais vous parler de nos voisins et le Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, ils ont pu créer une législation qui s'appelle le Equal Treatment Act, qui a pour but de pouvoir protéger toutes les personnes
y compris les personnes LGBTQI+, y compris les personnes transgenres, qu'il ne faut pas oublier, sont parmi tous nos personnes dans la communauté, va être les personnes dont leurs droits vont être bafoués, vont être violés. Et donc, on va souligner quand même le besoin d'une protection et d'une attention plus spécifique. Et à ce niveau-là, je vais vous envoyer bien vers le nord, vers l'Islande. L'Islande, c'est un pays dans lequel on parle presque jamais en termes de droits LGBTI. Pour être très honnête, c'était qu'il y a 2-3 jours que j'ai trouvé cette nouvelle du fait que l'Islande a créé une loi, donc le Gender Autonomy Act, pour permettre la reconnaissance légale des personnes transgenres et intersexes. Pour un petit pays qui reste un petit peu loin de nous, on voit qu'il y a des choses qui avancent. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le côté législatif, mais tout l'effort aussi des militantes LGBTI qui sont en train de faire bouger les choses malgré les situations actuelles. Voilà des choses chouettes qui se passent à ce niveau-là. Je vais vous envoyer maintenant vers la Pologne. Comme je suis sûre et certaine que vous connaissez déjà, la Pologne a vécu quand même des moments très difficiles. Cela a fait qu'en 2020, donc en mai 2020, elle était située, c'est le dernier pays de l'Union européenne dans cette ranking-là. C'est aussi un des pays qui allait plus en arrière parmi tous les pays. Qu'est-ce qui a fait cela? Comme vous avez déjà sûrement entendu parler, les Free LGBTI Zones que la Pologne a commencé à mettre en place déjà en 2018 et qu'en 2019, on entendait beaucoup parler, c'était des zones en Pologne, principalement vers la zone sud-est et aussi vers le est. C'était des zones dans lesquelles les personnes, le côté politique et le côté social sont réunis pour dire que leur zone était free, était complètement, on va dire comme ça, nettoyée des personnes LGBTI. Vous savez sûrement mieux que moi que cela n'est pas possible. Si vous me permettez la petite anecdote, moi, ça m'a fait penser un petit peu quand le premier ministre de la Biélorussie avait dit qu'il ne savait pas un problème d'homophobie puisqu'il ne savait pas d'homosexuels dans les territoires. On sait très bien que ceci n'est pas le cas et que les personnes LGBTI sont partout dans le monde. Mais la création de sons comme celle-là, ça nous fait peur parce que ça ouvre la porte à un nombre impressionnant des violations de droits de cette personne qui vont être à grand risque de la part législative, mais aussi de la part sociale, c'est-à-dire on ouvre la porte aux crimes de haine et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre. D'autant plus que la réaction de l'Union européenne à cette Free LGBTI Zones a été de créer l'Union européenne comme un Freedom LGBTI Zone, c'est-à-dire une réaction pour dire que dans l'Union européenne, on ne permet pas ce type de discrimination tellement fort et tellement territorial. Donc voilà, on espère que cet engagement de l'Union européenne puisse permettre une protection des personnes LGBTI dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris les pays qui ont envie d'entrer dans l'Union européenne, mais aussi une protection pour éviter encore de moments comme celle arrivée en Pologne. Parce que, bien sûr, derrière une nouvelle tellement grande, comme vous voyez le map de la Pologne qui a été marqué avec ces Free LGBTI Zones, ce n'est pas qu'un petit point dans son map, mais ce sont aussi des personnes qui voient leurs propres droits complètement disparaître parce qu'il y a de la discrimination. Ce sont des personnes qui ne sont donc pas protégées. Et on continue à travailler pour eux. Je vais aussi vous faire un petit point concernant les familles. Je vais vous parler de 2 situations. Une qui va vous faire voyager énormément parce que je vais vous parler de la Bulgarie, du Royaume-Uni et de l'Espagne. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette situation qui est aujourd'hui à la Cour des droits humains. Il s'agit d'un couple, un couple de femmes, une femme qui est provenant de la Bulgarie, une femme
provenant de l'Espagne qui ont eu une petite fille dans leur famille. Cette petite fille est née à Gibraltar. Gibraltar, qui malgré le fait qu'il soit dans le territoire de la péninsule ibérique, appartient au pays, à la Grande-Bretagne. Cela fait que cette petite fille se trouve dans une situation assez embêtante, puisque pour pouvoir acquérir la nationalité anglaise, la nationalité britannique, il faut avoir des parents qui proviennent du pays. Mais une de maman était bulgare, l'autre maman était espagnole. Quand on regarde aux nationalités des parents, on aurait pu penser que cela pourrait être transmis. Cependant, en Espagne, c'est la loi du sol, c'est-à-dire que pour avoir la nationalité espagnole, dans tout petit, il faut être né en Espagne. Gibraltar n'étant pas en territoire espagnol, ceci n'a pas pu être possible. On a l'autre côté, on a la Bulgarie. La Bulgarie puisse permettre de transmettre la nationalité par la mère. Qu'est-ce qui se passe? Que dans une famille avec deux mamans, les gouvernements bulgares a nié la nationalité à cette petite, ce qui pourrait la laisser dans une situation qu'on appelle stateless, donc sans nationalité. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la nationalité, les droits à la nationalité est un droit fondamental qui fait partie de la Déclaration universelle des droits humains et qui fait partie aussi de la Convention des droits de l'enfant. Et étant tout petit, la déclaration et les droits sont applicables pour cette petite. Comme je vous disais avant, c'est aussi une situation qui est aujourd'hui au cours des droits humains et qu'on essaye et on espère que ça va se résoudre rapidement. Aussi au niveau de la famille, on a pu voir aussi beaucoup de situations similaires pour des parents dans des familles homoparentales qui vont concevoir ou adopter un enfant et qui vont rencontrer des problèmes pour pouvoir reconnaître leur parentalité ou pouvoir donner la nationalité à l'enfant. Ceci est le cas, par exemple, de la Roumanie. Pour le côté plus positif, on voit que de plus en plus, les juridictions, excusez-moi, la législation change et permet, de façon malheureusement ponctuelle pour l'instant, de permettre à ses parents de reconnaître l'enfant malgré qu'il s'agisse d'une famille homoparentale. On espère vraiment que ceci ne soit plus un problème dans le futur, puisque toute famille existe et toute famille a les mêmes droits. Pour finir, je vais vous faire sortir du territoire de l'Union européenne pour aller vers la Turquie. En Turquie, on voit depuis un certain nombre d'années une grande régression au niveau des droits humains. La situation est très compliquée et on voit que les droits de liberté d'expression, d'assemblement, de manifestation sont complètement oubliés et que le gouvernement met en place des situations, autant au niveau national comme au niveau régional, pour que les personnes ne puissent plus s'exprimer, ne puissent plus être qui sont, ne puissent absolument pas se manifester dans la rue. Et pour cela, j'ai envie de vous parler de la situation qui est arrivée à l'université METU à Ankara. Donc METU, c'est le Middle East Technical University d'Ankara. Et dans cette université, il existe une association, c'est l'association pour la solidarité LGBTQ+, qui existe depuis les années 90. C'est une association étudiante qui fomente et qui fait des formations et des sensibilisations au niveau des personnes LGBT sur le campus, ainsi que des manifestations, y compris notre manifestation préférée, la Pride. Mais c'est en mai 2019, que l'université avait interdit la marche de fierté, la Pride, la manifestation de la Pride qui était planifiée. Cela fait que l'université a pu interpeller la police pour disperser la manifestation. Ce groupe de personnes qui comptaient faire la manifestation avait eu l'information en avance et au lieu de faire la marche comme prévu, ils ont décidé de faire un sit-in pacifique. C'est-à-dire, on va s'asseoir tous ensemble pacifiquement sur le campus
pour manifester contre cette interdiction. Cependant, et en sachant que c'était une manifestation pacifique dans cette île, la police est intervenue de façon brutale et a pris des personnes en garde à vue. Un total de 18 étudiants et en académique ont été emprisonnés. Ces 19 personnes sont aujourd'hui en attente d'une condamnation pour avoir fait un sit-in, pour manifester pour leurs droits. Vous pouvez voir les actions de Drop It 33 pour l'article 33 en Hongrie. Vous voyez aussi la situation en Pologne avec la réaction de l'Union européenne. D'un côté, la ministre belge. D'un autre côté, j'ai envie aussi de vous présenter Melik et Özgur, qui sont deux personnes qui ont été emprisonnées en Ankara lors de la trail que je viens de vous raconter. Et voilà, j'ai envie aussi de vous montrer où on trouve les informations et les informations que j'ai utilisées pour cette présentation. En sachant que quand je mets activisme, c'est vraiment le fait de pouvoir parler avec d'autres militants via nos propres réseaux sociaux. C'est aussi une source infinie de savoir, d'échanges et de pouvoir maintenir ces mouvements sociaux qui permettent de changer petit à petit les législations qui violent les droits humains et qui violent les droits humains des personnes LGBT. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et merci beaucoup pour votre attention. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Syrah, mais s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, n'hésitez pas sur Zoom via le question-réponse en bas et sur Facebook en commentaire de la vidéo, il n'y a pas de souci. On essaiera de répondre au maximum de questions pendant la demi-heure qui suit. Moi, j'avais une question pour Syrah. On voit que si on reprend la carte que l'ILGA fait chaque année, de plus en plus, on remarque qu'il y a quand même une très grande différence entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, à l'exception peut-être de l'Italie qui est un peu à l'ouest, mais un peu encore assez conservatrice. Mais on remarque que autant les pays du bloc de l'ouest de l'Europe ont des législations de plus en plus avancées, autant ce qu'on appelle l'ancien bloc de l'Est, les législations soit qui ont très peu avancé, soit carrément sont en régression par rapport aux législations qu'ils avaient fait passer avant toute chose. Et est-ce qu'on peut expliquer cette différence quelque part ou alors... Cette différence, moi, j'aime bien toujours de mentionner qu'elle n'est pas forcément une différence culturelle, puisque c'est une des choses pour laquelle on va mentionner l'Italie comme un pays extrêmement religieux qui ne permet pas le changement et qui ne permet pas d'avancer au niveau des droits LGBTI. Mais cela n'est pas le cas, par exemple, en Irlande ou en Espagne, qui sont des pays aussi très influencés par la culture et la religion catholique à l'occurrence. C'est bien vrai qu'on voit qu'il y a un moment Est qui, en toute une partie dans l'Est de l'Europe, dans lesquels on voit des mouvements d'avancée. J'ai envie de dire, comme ça, comme première réflexion, que c'est grâce aux mouvements sociaux, c'est grâce aux associations qui sont là et qui font bouger les choses et qui ont quand même une grande expérience au niveau du mouvement social. Cependant, on voit aussi que dans le côté est de l'Europe, il y a des choses qui se mettent en place. Et petit à petit, ils s'avancent. Cette map-là, si on le compare avec d'autres maps, d'autres cartes, d'autres années, on va voir qu'il y a quand même une certaine amélioration au niveau des droits humains, mais que ça reste très lent. On pourrait penser que ce n'est pas, ils n'ont pas l'habitude, on va dire comme ça, d'aller vers l'avant et que parfois il y a eu lieu de moments d'intervention d'autres pays, notamment les pays qui sont dans l'Union européenne, et des interventions internationales pour faire bouger les choses. Oui, parce que normalement, il y a la législation européenne, le Parlement a voté déjà plusieurs fois que interdit en tout cas la discrimination vis-à-vis des LGBTQI, et notamment pour la question des couples mariés qui ont été mariés dans un autre pays, les pays accueillants membres de l'Union européenne sont obligés de reconnaître le mariage, en principe, ce qui n'est pas toujours le cas où parfois mettre comme des barrières législatives ou administratives, parfois assez complexes.
Il y a une question sur Facebook de quelqu'un qui demande qui dit simplement que la Suisse paraît bien pâle alors qu'ils ont quand même une mentalité assez ouverte, comme la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, on va dire ça comme ça, et notamment lors de leur récente votation où ils ont quand même accepté pas mal d'avancées législatives. Et donc pourquoi est-ce qu'ils sont aussi peu dans le ranking de l'île Gay, ils sont assez peu avancés par rapport à d'autres pays, par exemple comme la France Mhm. Alors, la situation de la Suisse, comme je disais avant, est un peu particulière parce qu'effectivement, c'est un pays qui, pour certaines lois et des lois qui touchent aux droits humains, ils sont vraiment très en avant. C'est vrai que la situation LGBTI en Suisse a été, on va dire, un peu endormie. Ce n'était pas un sujet qui était vraiment dans le référendum. Que la Suisse vote toutes les lois par référendum et ce n'était pas à l'ordre du jour, on va dire comme ça. On voit qu'il y a un changement. C'est un des pays qui a changé, qui a avancé le plus rapidement dans cette ranking des ILGA. Et donc, cela veut dire que ça avance plus au niveau des lois. Cependant, ça reste quand même un pays qui n'a pas encore établi de loi qui puisse garantir les droits pour les personnes LGBTI, ni des plans d'action qui puissent garantir leurs droits et leur protection. Donc, c'est pour ça qu'on dirait qu'il est très en retard, on va dire comme ça. Si on compare la Suisse par rapport à elle-même, on voit qu'il avance, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Et notamment par rapport, enfin moi j'ai encore une question aussi, par rapport à l'Europe de l'Est, est-ce que le fait que l'Union européenne, quelque part, dans sa législation, notamment pour tout ce qui concerne les droits humains, oblige ses États membres et les futurs candidats, enfin les futurs États candidats membres de l'Union européenne à avoir une législation qui protège, ou en tout cas un minimum législatif par rapport aux questions, enfin, aux thématiques d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Est-ce que ça va quelque part améliorer un petit peu aussi la situation dans certains pays candidats? Par exemple, enfin, dans la carte, on peut voir par exemple le Monténégro a une législation extrêmement favorable, ce qui est aussi différent de la situation, enfin le vécu sur place des LGBT, même en Belgique ou en France ou en Angleterre. Mais est-ce que tu penses que ça peut améliorer quelque part la vision que la société dans ces pays-là ont des LGBTI et donc pouvoir améliorer leur situation? Alors, c'est vrai que la rentrée dans l'Union européenne peut en quelque sorte nous permettre de filtrer les droits humains, on va dire comme ça, puisqu'ils doivent adhérer à la Déclaration universelle des droits humains, ils doivent la ratifier aussi pour pouvoir faire partie de l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas la seule case qu'ils doivent marquer pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Ça permet effectivement d'être plus protégés et par rapport à leurs droits fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des instances au niveau de l'Union européenne comme la Cour des droits de l'homme, qui fait en sorte de pouvoir marquer ceci. C'est vrai que pour arriver à cette cour-là, il y a beaucoup, et si je me permets de façon très personnelle, il y en a trop d'instances avant de pouvoir arriver à une cour qui va juste se fixer sur les droits humains et pouvoir donner un avis. Les mouvements, comme je parlais du mouvement de LGBTQI Freedom Songs que l'Union européenne a mis en place en réaction à la Pologne, c'est un exemple de mouvement qui peut se faire au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire, ce ne sont pas des régulations de l'Union européenne, donc ce ne sont pas des lois que tous les pays doivent accepter. Mais c'est un mouvement qui permet, en quelque sorte, d'être vigilant quand les droits humains sont violés dans des pays au sein de l'Union européenne. Et par rapport à la situation en Turquie, est-ce que tu penses qu'il y a eu depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, il y a quand même maintenant une vingtaine d'années, enfin presque, on a pu voir un certain retour en arrière, en tout cas un durcissement de la politique par rapport à toutes les minorités qui a lieu en Turquie. Est-ce que ça joue quelque part dans la relation entre l'Union européenne et la Turquie? Par exemple, dernièrement, ils veulent sortir de la Convention d'Istanbul par rapport aux droits des femmes, etc. Il y a quand même un mouvement de lame de fond, pas que en Turquie, mais d'autres pays d'Europe à la ex-bloc soviétique ou d'autres qui ont quand même des législations de plus en plus strictes et de plus en plus fermes, voire autoritaires à certains niveaux. Est-ce que tu penses que ça peut arriver à ce qu'il y ait une espèce de retour en arrière complet ou est-ce que les mouvements sociaux vont pouvoir peut-être arriver quand même à percer à un moment donné?
Alors, la situation de la Turquie, c'est effectivement un exemple, c'est, j'ai envie de dire, l'exemple le plus flagrant d'une régression. C'est vrai que c'est une régression qui dure des années, hein, comme tu disais, depuis une vingtaine d'années, on voit aller en arrière. Depuis les dernières décennies, on voit plus fortement aller en arrière au niveau des droits humains. Et quand on touche les droits humains, on touche forcément les communautés les plus vulnérables, donc y compris les personnes LGBTI, mais pas que. Et on voit qu'il y a un endurcissement très fort des législations qui deviennent plus restrictives et moins protectrices de la population. C'est quelque chose qui a alerté, qui a beaucoup alerté pendant la pandémie. Et la situation de l'Hongrie a été une situation très flagrante parce que ça a été fait tellement rapidement on peut tous sauter face à cette situation, mais c'est vrai qu'on voit que de plus en plus, il y a des législations qui sont plus en retrait d'une législation pour les droits humains. C'est très perturbant, on est très, très, très préoccupé par la situation, mais j'ai envie de dire que cela fait aussi que les mouvements, les associations internationales qui travaillent en pro des droits humains, des droits LGBTI et des différentes communautés qui sont touchés par les situations plus vulnérables, on est vraiment, on peut sauter à chaque moment quand des pays comme la Turquie ou autres sont en train d'enlever des droits de la population. Donc, il y a un peu ces deux côtés. Effectivement, il y a un mouvement politique qui est en train de retirer et d'enlever, de faire disparaître des droits pour la population, mais il y a aussi un mouvement social. Peut-être c'est parce que j'y crois beaucoup trop à ce mouvement social, à la capacité que la population a d'échanger les choses et qui fait qu'on essaye, en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, on crie beaucoup plus et beaucoup plus rapidement face à des violations de droits humains. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif, malgré qu'au niveau politique, on voit une grande répression qui nous inquiète notamment. Merci beaucoup. Mais on peut partir aussi sur une note positive. Je pense qu'il y a de plus en plus, de plus en plus de pays ont quand même une législation qui évolue, on va dire, dans le bon sens, entre guillemets. Et je pense que ça peut permettre aussi d'avoir une espèce pour pouvoir percoler par rapport à d'autres pays, d'autres législations. Quand on voit qu'au plus de pays européens vont avoir une législation de plus en plus positive, d'autres pays vont pouvoir suivre aussi. Et quelque part, ça fait un mouvement beaucoup plus grand et de soutien aussi aux mouvements associatifs et militants dans les pays qui sont les moins avancés législativement, si on peut parler ça comme ça. Et notamment, enfin, tu les as cités, mais les avancées qui ont eu lieu en Espagne, enfin, on va pas refaire toute la liste que tu as faite parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et c'est quand même, on peut dire, quelque part assez positif de se dire que même en Europe, on pouvait se dire que c'était assez ouvert, mais on peut se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si ouvert que ça. Et tout le monde n'est pas Malte, qui est pourtant un petit pays, mais qui est quand même beaucoup plus avancé, même que la Belgique, par rapport à ces questions-là. Mais c'est pas mal aussi. Mais par contre, enfin, dans le ranking de l'IGA, ce qui est très bien, mais ça ne parle que de la législation. Évidemment, c'est toujours pas toujours évident de pouvoir aborder toutes les questions du ressenti aussi, mais c'est dommage que l'IGA ou d'autres ne parlent pas, entre guillemets, de la situation réelle dans les pays, parce qu'on peut voir que quand on a, par exemple, si on prend le cas de la France, ces dernières années, ils ont eu une avancée, enfin, plusieurs avancées législatives assez importantes, notamment le mariage pour tous, mais en même temps, des mouvements militants, quelque part, contre le mariage pour tous, mais qui étaient, même s'ils se disaient qu'ils ne l'étaient pas, étaient quand même ouvertement homophobes, et, avec des discours vraiment très homophobes, même s'ils s'en défendaient. Quelque part, le fait qu'on avance, ça fait aussi parfois pas peur, mais on voit émerger dans certains pays quand même des mouvements aussi assez conservateur et j'arrive pas à trouver le terme exact à part conservateur, mais qui veut, en tout cas qui est anti-avancée LGBT, si on peut y parler comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres pays où c'est le cas, ou c'est juste la France qui a eu ce phénomène? Parce que par exemple, c'est un phénomène qu'on n'a pas du tout connu ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, en Allemagne quasi pas, et même en Espagne où il y a eu quand même 10 ans avant la France le vote le vote pour le mariage et l'adoption. Il y a eu des mouvements sociaux un petit peu, mais beaucoup moins qu'en France, alors que c'est quand même un pays qui est soi-disant laïque. Effectivement, la situation de la France était quelque chose qui étonnait beaucoup. Voilà, un pays, soi-disant le pays des droits humains, qui
qui sort comme ça par rapport à la question LGBTI. C'est quelque chose qui nous a tous étonnés à un moment donné. Et j'ai envie de dire, c'est aussi cette capacité de manifester, c'est aussi la liberté d'expression en quelque sorte, mais je pense qu'à la fin de la journée, ils sont pas pu. Et quand on lutte contre les droits humains, je pense que le mouvement social est très fort. Mais pour contrebalancer l'exemple de la France, j'ai envie aussi de mentionner l'Irlande. L'Irlande en 2015, à l'Irlande, pays traditionnellement très catholique, qui a quand même des lois qui empêchent, pas mal de lois, vous savez, en tout cas, des lois qui empêchent des lois des droits fondamentaux, on peut voir que par référendum, en 2015, ils sont quand même acceptés avec un pourcentage énorme, le mariage est équitable, le mariage pour tout le monde. Donc, il y a quand même ces mélanges entre ce qu'on peut penser dans le pays parce qu'on a des idées, des préjugés, des stéréotypes, penser que la France est un pays, voilà, les pays des droits humains, comme ils se nomment parfois, l'Irlande, le pays hyper catholique. Et voilà, on voit que plus ou moins en même temps, l'Irlande a fait vraiment ce moment de ouf, je veux y aller, on va accepter, on va redonner parce que finalement les droits sont là, on les enlève, on les donne, on les gagne. Et ils sont plus gagnés des droits fondamentaux qui s'avaient perdu à un certain moment. Mais c'est vrai que comme la France, on voit aussi des mouvements, par exemple la Turquie, il a quand même 15 ans, avait quand même beaucoup plus de droits, et on voit qu'il y a des choses qui s'enchaînent et des mouvements sociaux. Voilà, les mouvements sociaux ont ces deux côtés-là. Ils peuvent être plus pro-droits humains, peuvent être moins ou contre les droits humains des autres. Bien entendu, on n'est jamais contre ses propres droits humains, mais dans un mouvement qui est beaucoup plus dangereux pour la société. Et c'est ce mélange-là qui fait en sorte que, voilà, pour la France, on reste encore un peu étonné quand des choses comme ça arrivent. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ne sont pas aboutis et que les mouvements sociaux en pro des droits humains ont quand même pu et réussir. Et voilà, ils ont pu faire honneur à leur titre des pays des droits humains. Que, moi, ça me fait beaucoup rigoler quand on me dit ça, parce que je pense que voilà, si c'est notre titre, il faut y aller, donc il faut accepter nos droits, voilà, tels qu'ils sont, des droits fondamentaux. Tout à fait, oui. On a des leçons à leur donner parfois aux Français à ce niveau-là. Mais parce qu'il y a aussi un truc très positif, c'est que pas chaque année, mais tous les 2 ans, tous les 3 ans, je pense, l'Union européenne fait des grandes enquêtes sur la vision que tous les citoyens ont sur certaines thématiques, et notamment les orientations sexuelles, les identités de genre, etc. Et on peut voir que dans la dernière enquête qu'ils ont sortie il y a 1 an, enfin, juste avant la crise, ou juste pendant la crise, enfin en tout cas au début 2020, que la majorité des pays où plus la législation est positive par rapport aux droits humains, etc., où plus les gens ont une vision positive aussi de l'homosexualité, de la bisexualité et des personnes transgenres, etc. Donc, est-ce que ça a aussi un effet positif de se dire on passe une législation et donc quelque part la législation est là, les gens sont parfois méconnaissants de certaines thématiques, mais parce que la législation passe, parce qu'il y a des débats, ça permet aussi de faire évoluer les mentalités au sein de la société, ce qui est encore plus positif, parce qu'avoir une législation positive pour les droits humains, c'est bien, mais des changements sociétaux dans son ensemble globalement, c'est encore mieux. Mhm. Effectivement, en voyant un petit peu comme ça évoluait les derniers 10 ans, on voit bien que quand la population est prête au changement et que la législation répond à cette demande de la population, les choses se font beaucoup plus en douceur et donc les personnes sont beaucoup plus prêtes à accepter des choses que, voilà, encore une fois, sont fondamentales. On n'est pas en train de demander la lune, on demande le respect des droits humains qui sont quand même assez basiques et fondamentales. On ne demande pas vraiment la lune. Et il y a eu des moments dans lesquels la législation parfois a-t-elle allé un petit peu trop vite, on va dire comme ça, au niveau de ce que la société était prête. Je pense notamment à certains pays en Afrique dans lesquels l'homosexualité était illégale. La législation a changé pour empêcher de condamner les personnes homosexuelles, à l'occurrence.
et que cela n'a pas eu un effet positif au niveau de la société qui a réagi de façon violente. Par exemple, je pense en 2014, il y a eu un événement en Nigeria dans lequel c'était vraiment voilà, un mouvement agressif envers la population, puisqu'il n'y avait pas ces mouvements un peu à la même vitesse. C'est une situation assez anecdotique, heureusement, mais c'est vrai que plus la société est prête, plus facile les législations passent, plus la société pousse, plus la législation arrive. Donc, c'est pour ça que je parlais depuis le début du fait que la législation et les mouvements sociaux ont besoin d'aller à la même vitesse et d'aller au plus vite possible pour pouvoir récupérer. Et on parle parfois de gagner, mais moi j'aime plus le mot récupérer les droits humains pour les personnes LGBTI et autres. Parce que ça arrive un peu, ça touche un peu à toute personne vulnérable au niveau de la discrimination. Mais, en tout cas, un grand merci, Syrah. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour le moment, donc on va s'arrêter là. Un tout grand merci pour cet exposé, d'avoir répondu à toutes les questions des participants. Et voilà, on va vous laisser sur ces bonnes notes positives à tous. Une très très bonne Merci soirée beaucoup. et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.